L'invité de la matinale. KTO Radio. Ce matin, l'invité de la matinale est Julien Denormandie, ingénieur agronome et ancien ministre. Bonjour. Bonjour. Vous avez été, je le rappelle, ministre du Logement de 2018 à 2020, puis ministre de l'Agriculture de 2020 à 2022 et soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous travaillez pour Sweep, une société de conseil en réduction des émissions de carbone pour les entreprises, et pour Race, un fonds d'investissement à mission. Mais si on vous invite ce matin, c'est en raison de votre dernier ouvrage, Le chant du sol, publié au Seuil. Vous avez choisi, Julien Denormandie, le conte comme mode narratif pour nous faire réfléchir. Et si le sol se mettait en grève? Alors ça peut surprendre comme ça nos auditeurs ce matin. Oui, je comprends que cela puisse surprendre, mais j'ai une passion pour ce personnage qui est le sol. C'est un personnage qui est à la fois essentiel et pourtant très méconnu. Le sol, il est essentiel parce que, contrairement à ce que l'on peut penser, le sol n'est pas inerte. Souvent, dans notre société, le sol représente beaucoup plus la mort, là où l'eau, les fleuves représentent la vie. On dit que l'enfer se situe sous nos pieds. On enterre cette inertie du sol. Mais songez que le sol, si vous prenez une cuillère à café de ce sol, vous avez dedans plus d'êtres vivants que vous n'avez d'êtres humains sur Terre. Il y a aussi 2 fois plus de carbone dans le sol qu'il n'y en a dans l'atmosphère. Dit autrement, si le sol arrêtait de fonctionner, à ce moment-là, ce carbone serait relâché et la Terre brûlerait. Et en fait, ce sol, c'est une promesse de vie. C'est cette feuille automnale morte qui est retravaillée par le sol et qui est cette promesse d'une nouvelle feuille pleine de vie printanière. Et donc ce sol, contrairement à ce que l'on pense, contrairement à l'image qu'on a de lui, c'est un personnage essentiel à la vie. Et je voulais absolument lui redonner une forme de considération, permettre une forme de rencontre entre les lecteurs et ce personnage. Et fidèle à ce que m'a appris Éric Orsena, lorsque vous voulez parler d'un personnage méconnu, il faut commencer par il était une fois. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce format du conte. Éric Orsena qui préface d'ailleurs votre ouvrage. Avec ce plaidoyer écologique, est-ce que l'homme politique que vous êtes, l'ancien ministre de l'Agriculture, retourne sa veste en quelque sorte? Non, je ne le crois pas du tout. Je pense que la politique, c'est une forme d'engagement, la littérature aussi. Vous savez, moi, j'ai été beaucoup marqué par la lecture d'une fable écrite par Jean Giono en 1953, qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Une fable absolument magnifique qui se situe dans les Alpes de Haute-Provence, comme le disait Giono, et qui raconte l'histoire de ce berger qui, avec une générosité incroyable, va replanter des arbres dans un endroit désertique où l'homme, du fait de la déforestation, a dû quitter ce site et la vie a disparu. Cet éleveur vient replanter les arbres et en fait, cette fable d'écologie de 1953 met en avant la puissance de l'écosystème, la puissance de l'environnement. Tout est lié. C'est une seule santé, la santé humaine, la santé animale, la santé végétale, mais c'est aussi une seule dynamique, cette dynamique de la vie entre les arbres, les organismes, l'eau, l'être humain et les animaux. Et en fait, je voulais par ce conte, en m'inspirant de Giono, situer un autre personnage dans ce cycle de la vie, qu'est le sol. C'est une forme d'engagement très différente de la politique, très différente de ce qu'on peut faire chacun dans nos vies de tous les jours, mais je crois profondément que la littérature est aussi une forme d'engagement pour faire passer des messages et surtout amener à réfléchir. Autour du sol, on voit évoluer 5 personnages, dont Victor, un scientifique, Abel, un agriculteur, Alexandra, une femme promoteur immobilier, Firmin, entrepreneur, une enfant aussi, une jeune Gaïa. C'est une manière de dire la complexité de notre rapport à la planète? Oui, exactement. C'est-à-dire que chacun de ces personnages va vivre cette grève du sol, un 22 septembre, une trinité sonore qui débute dans le métro parisien, comme une pièce de théâtre qui allait commencer avec ce triple coup. Et cette grève du sol va amener chacun de ces personnages
à agir, à réagir, à essayer de trouver des solutions. Et par ce conte, eh bien, j'essaie d'emmener le lecteur sur la réflexion du scientifique, très proche du milieu politique, sur comment faire ce monsieur Victor à l'humilité du sachant et parfois sa solitude aussi. Et à la fin, Le il dit jeune quand même que c'est un échec, qu'il n'a pas alors réussi à convaincre les politiques. oui, mais avec beaucoup d'optimisme, également parce que vous preniez ce monsieur Victor, que vous prenez donc ce jeune agriculteur Abel, qui est dans le Cantal et qui essaye de faire repartir ces superbes prairies permanentes, que vous prenez ce chef d'entreprise, monsieur Firmin, dans le textile qui est confronté à des inondations parce que le sol n'absorbe plus l'eau. Si le sol arrête de fonctionner, l'eau n'est plus absorbée. Ou que vous preniez, cet promoteur immobilier qui voit les cailloux ressurgir, qui voit les feuilles s'entasser sans un sol qui fonctionne. Mais le tapis de feuilles va bientôt recouvrir l'horizon. Mais en fait, chacun de ces personnages sont à la fois une forme de solitude face à ce qui est en train de se passer, mais cherchent à agir. Et en Mmh. fait, ce livre est plein d'optimisme parce que montre que chacun d'entre nous pouvons agir pour la préservation de ce cycle de vie, de ces écosystèmes, et que oui, il nous faut changer, que ce soit des habitudes, que ce soit des façons d'agir. On voit les affrontements politiques ou sur le terrain autour des insecticides à propos de la gestion de l'eau avec les méga-bassines ou dans les manifestations des agriculteurs en France ou à Bruxelles. Est-ce que ces tensions sont inhérentes à la transition écologique dans le domaine agricole ou est-ce qu'elles voilent en quelque sorte la réalité des enjeux? Elles occupent le terrain et détournent parfois le débat? Non, je pense qu'il y a 2 éléments dans votre question. Le premier, c'est il nous faut accélérer les transitions, mais pour les accélérer, il faut protéger ceux qui nous nourrissent, c'est-à-dire les agriculteurs. La folie, c'est qu'on continue d'importer des produits qu'on n'aurait pas le droit de faire nous-mêmes. Et donc, vous avez une forme de concurrence déloyale. Et donc, pour accélérer les transitions, il faut protéger. Et je pense que ce terme de protection de ceux qui nous nourrissent est absolument essentiel. Des progrès ont été faits, pardon, c'est technique, mais au niveau européen, on commence à mettre en place des clauses miroirs, etc. Et parfois, des reculs sont faits. Je pense à cet accord du Mercosur qui, d'un point de vue agricole, ne fait aucun sens. Et donc ça, c'est d'un point de vue de la vision politique. Après, il y a une considération qu'on a oubliée. Écouter le sol. Alors ça peut paraître un peu bizarre qu'un ministre dise, un ancien ministre, pardon, dise il faut écouter le sol. Mais je le pense profondément. Vous avez évoqué la gestion de l'eau. Euh, on a cesse d'entendre des personnes dire moi je suis pour les bassines, moi je suis contre les bassines. En fait, la réalité, c'est qu'on ne peut ni être pour ni être contre. On doit écouter la situation hydrogéologique, des caractéristiques pédogéologiques d'un sol. C'est un sol qui vous dit si oui ou non vous pouvez capter de l'eau. C'est un sol qui vous dit moi j'ai la capacité de recharger ma nappe phréatique et donc vous, hommes, humains, vous pouvez capter de l'eau parce que pour moi, pour l'écosystème, j'en aurai assez, je saurai recharger ma nappe, je saurai alimenter ma rivière. Écoutez le sol sur l'eau. Écoutez le sol aussi. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup des engrais avec les conséquences des engrais phosphatés sur notamment la teneur en cadmium dont vous avez entendu parler. Ben, songez que décennie après décennie, on a eu cesse de raccourcir la taille des racines de nos plantes. Pourquoi? Parce qu'on voulait optimiser la matière organique au-delà, en surface, et on mettait beaucoup d'engrais en se disant bah, c'est pas grave si les racines sont plus courtes parce qu'on va mettre des engrais minéraux. Bah, le sol, lui, il adore les racines longues. Mmh. Le sol, lui, il a besoin de toute cette matière organique, des engrais organiques. Et vous voyez, en fait, on a là une forme de boussole. Écouter ces écosystèmes permet aussi de nous guider dans nos actions. Et ça n'est pas un gros mot, ça n'est pas utopique, c'est peut-être l'ingénieur agronome qui parle, mais vous savez, cette compréhension, tenir compte du vivant est pour moi une très importante philosophie de vie. Certains parlent de raté écologique et soulignent le retard considérable par rapport aux objectifs fixés par l'accord de Paris il y a maintenant nombreuses années. Euh, Vous gardez, vous, espoir dans cette transition écologique qui peine à se faire? Moi, je garde
énormément d'espoir. Je pense que de toute manière, nous n'avons pas le choix. Et vous savez, le problème, il n'est pas pour la Terre, il n'est pas pour le vivant, il est pour nous, les humains. Le vivant, il a su s'adapter à plus de 3,6 milliards d'années d'incertitude, avec des périodes depuis sa création, depuis que la vie est apparue dans la mer et ensuite est sortie de la mer pour aller sur la roche primitive et à ce moment-là constituer le sol. Le vivant, il n'a eu cesse de s'adapter à ces incertitudes pendant des milliards d'années. La grande difficulté, ce sont les humains, les conséquences pour les humains. Et donc, en fait, c'est à nous, êtres humains, de se saisir de ce sujet. Et oui, c'est difficile, mais de toutes les manières, nous avons une obligation à agir. Et enfin, moi, je suis persuadé que nous avons à la fois des visions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociétales, que nous devons mettre en œuvre. Donc, il ne faut rien lâcher, ça ne va probablement pas assez vite, mais il faut continuer. Et vraiment, c'est ce que j'essaie de montrer par ce conte. Chacun peut agir là où il est. C'est une forme aussi d'humilité face aux défis, mais l'humilité ne doit pas emporter la détermination, bien au contraire. Julien de Normandie, dernière question. Vous ne cachez pas votre foi, vous êtes catholique et d'ailleurs dans votre conte, à la 2e page, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a ce fameux coup, ces 3 coups répétés, une trinité sonore, écrivez-vous aussi solennelle que celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On sait l'engagement de l'Église catholique, des papes pour la préservation de la planète et une conversion vers une écologie humaine intégrale. Votre enracinement spirituel nourrit-il vos convictions ? À l'évidence. Et dans le chant du sol, pardon, je pose une question à laquelle d'ailleurs je n'ai jamais eu véritablement de réponse. Vous avez donc ce jeune agriculteur qui s'appelle Abel, et ce jeune agriculteur cantanien se plonge dans la Bible, va retrouver dans la Genèse le premier meurtre, celui de Caïn envers son frère Abel. Et en fait, quand vous regardez plus précisément, Caïn est l'image de l'homme qui s'est sédentarisé. C'est un cultivateur. Là où Abel est celui qui reste éleveur et qui est nomade. Et c'est le cultivateur qui va tuer le frère nomade et éleveur. Et pour moi, c'est une véritable question parce que je pense que notre relation à la nature que vous évoquiez, elle a profondément été modifiée il y a un peu plus de 10 000 ans, lorsque l'homme s'est sédentarisé. On s'est dit, en fait, on va pouvoir dominer la nature, là où avant, on allait à la rencontre de la nature. Et le livre de la Genèse, dès le début, en fait, nous interroge là-dessus, ce rôle entre celui qui s'est sédentarisé, celui qui est resté nomade, le cultivateur et l'éleveur. Et c'est évidemment, lorsque je mentionne cela dans le conte, c'est pour moi une vraie interrogation. Et donc, ça fait partie de ces éléments qui me nourrissent, mais de ces éléments qui m'interpellent également et qui me permettent de continuer à avancer, à réfléchir. Donc, à votre question, la réponse est oui, même si, à l'évidence, je n'ai pas réponse à toutes mes interrogations. Et en tout cas, c'est une bonne matière à réflexion et à approfondissement. Merci beaucoup, Julien de Normandie, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le chant du sol, publié au Seuil. Je signale que le 1er mai sur KTO, vous débattrez avec Christiane Lambert, ancienne présidente de la FNSEA et qui tient une chronique régulière sur KTO Radio. Ce sera l'avenir de l'agriculture française en débat. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Un grand merci à vous.